Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout. Vous nous suivez à travers vos petits écrans. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission à caractère sociopolitique, Mag le Bazar, une émission qui vous informe au-delà du factuel. En tout cas, nous allons fouiner très dans l'actualité pour servir cette République du Congo. Aujourd'hui, en tout cas, une invitée spéciale, hein, peut-être à votre demande, à vos attentes. Madame la ministre Hermela Destinée Doukaga, elle est députée, comme vous le savez, deuxième questeur de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, bien sûr, et également ancienne ministre. En tout cas, nous avons tous vu son parcours. Alors, pourquoi cette dame sur ce plateau? Simplement parce que nous pensons que c'est parmi les icônes en matière politique, nationale. Je suis précis. En matière jeune, nous l'avons vu venir en politique. Et pour les curieux, ils savent comment elle a intégré la politique. Ça veut dire, lorsque Mag Bazar veut parler des questions liées à la jeunesse, nous allons donc convoquer une personne qui maîtrise bien la jeunesse parce qu'elle porte la jeunesse en elle, elle porte le rêve de la jeunesse. Une icône parce qu'elle a parvenu, comme disent vulgairement les Congolais. Donc, c'est une ressource. En elle, donc, nous pouvons puiser pour essayer d'examiner cette question qui porte aujourd'hui sur les grands défis de la République du Congo sur la jeunesse. Il faut rappeler que le président venait d'annoncer en passant 2024 comme année de la jeunesse. Et après cette annonce, il a encore réitéré cela lors de son discours pendant la célébration, liée à la célébration de notre indépendance, donc le 15 août récent. Et ça fuse partout. L'espoir crié peut trouver des chocs quelque part dans notre société, du fait des interprétations, du fait des réflexions, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, le quatrième pouvoir, Mag Bazar, en passant, va vers les personnes ressources, les politiques, pour en parler, afin que les jeunes ou la société comprennent. Bonjour madame. Bonjour. Tout le plaisir est à moi en tout cas d'accepter notre invitation. Il est partagé le plaisir. Merci beaucoup madame. Et comme je l'ai dit tantôt donc, madame, ça va peut-être vous surprendre en matière du genre. Et les Congolais sont souvent surpris de savoir que vous êtes pilote de ligne. Vous avez fait ce travail. Et un petit partage madame s'il vous plaît. Voilà. Bon, certainement que vous avez bien fouillé. Oui, dans une autre vie, c'était une passion. Et bon, mais puisqu'on ne peut pas rester la même personne toute une vie, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que ça a influencé votre être, ce métier? Ah oui, vous savez, c'est un métier qui est en rupture avec tous les métiers qu'on dit de femmes. Voilà. Et donc, ça vous forge lorsque vous êtes dans cet environnement-là. Lorsque vous apprenez l'aviation, vous apprenez à être multitâche. Donc, on vous forme pour être capable de faire plusieurs choses au même moment. Au même moment, vous devez entendre, vous devez répondre, et vous devez calculer, et vous devez pratiquer. Et donc, oui, je pense que j'en garde de très bons souvenirs. Alors, madame, tous les Congolais vous ont vu venir en politique. Une jeunesse, nous nous souvenons lorsque le mot d'ordre a été donné, il faut le dire comme ça, par le chef de l'État en passant et par la majorité présidentielle, le PCT, qui avait ouvert le parti à la jeunesse, en tout cas la politique, disons. Le champ de la politique avait été ouvert à la jeunesse, contrairement aux républiques anciennes. Voilà. Vous vous êtes affiché très tôt. Alors, madame, aujourd'hui, vous êtes une politique bien connue au Congo. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a invité à aimer la politique ou à aller faire de la politique? Bon, d'abord, je suis une citoyenne congolaise, même s'il arrive que certains me renvoient à des origines quelconques, compte tenu certainement de ma localisation sur la carte, puisque j'appartiens à une minorité qui est située dans les confins du Congo, à la frontière avec une république sœur. Voilà. Mais je suis congolaise, je suis une citoyenne. Et donc, c'est naturellement qu'on s'engage en politique en tant que citoyen. Lorsqu'on a cet appel, et c'est ce que nous avons fait à l'époque, très tôt, à moins de 30 ans, nous avons eu, avec des camarades, nous avons eu à prendre l'initiative de créer une formation politique à une période charnière de notre République. Et donc, c'est cela. C'était ça le premier pas.
Et finalement, nous avons eu le privilège d'avoir été identifiés par le président de la République et sortis de l'anonymat. Il nous avait fait l'honneur de nous désigner membres du gouvernement à l'âge de 32 ans révolus. Je pense que c'était une première. Et ça, nous le félicitons pour ça, parce que ça reste un grand témoignage à travers l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Ok, madame, merci beaucoup. Ça, c'est pour vos téléspectateurs, pour faire la jeunesse, une petite jeunesse de la personne, de madame la ministre. Alors, madame la ministre, ce n'est plus un rappel pour vous. Le Congo se baigne dans cette vision, dans cette volonté du chef de l'État qu'il venait de réitérer, l'année de la jeunesse. Donc, nous sommes focalisés sur cette question. Donc, passons à travers vous, nous allons essayer de comprendre cette jeunesse. Alors, le président Denis Sassou Nguesso, par tradition, depuis le Mono jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui savent vous fouiller, a toujours placé au centre de ses intérêts la jeunesse. Et en tant que politique, je pourrais vous dire, mais quelle est l'intelligence que vous avez de cette vision qu'il a toujours de la jeunesse? Et pourquoi il est toujours accro à cette jeunesse? Écoutez, monsieur Kilas, on ne le dira jamais assez. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. C'est le pilier sur lequel il faut bâtir si on espère construire un développement durable. Et lorsque on associe l'apport de la jeunesse dans nos vues de construction, lorsque on les associe dans la marche vers le développement, eh bien, on réunit les conditions du progrès politique et pourquoi pas social. Je pense, à mon avis, que si le président Denis Sassou Nguesso met à chaque fois au cœur de ses projets de société la problématique de la jeunesse, c'est parce qu'il s'inscrit dans une dynamique de transmission en vue de préparer la suite. C'est loin d'être un slogan d'alibi, comme certains voudraient le faire croire. Comme il a rappelé d'ailleurs. Effectivement. Mais nous considérons que c'est plutôt un cri de ralliement, un cri décisif de ralliement de la part du chef de l'État. Merci beaucoup. Comme vous êtes déjà en plein dans la question, donc du côté de la régie, nous allons pouvoir suivre un extrait du chef de l'État à propos ce qu'il a eu à dire récemment lié à la célébration de notre indépendance concernant la jeunesse et surtout l'opinion congolaise. Voilà, la régie, s'il vous plaît. À propos de cette jeunesse, Denis Sassou Nguesso avait décrété 2024, année de la jeunesse, le clou de cette promesse, la création de plus de 100 000 emplois, dont 10 000 à la fonction publique et 90 000 dans le secteur privé. Malheureusement, les lignes ne semblent pas bouger. L'initiative 2024, année de la jeunesse, qui ne doit pas être ramenée à la dimension d'un simple slogan, participe de la nécessité de répondre efficacement aux aspirations des jeunes et de les conditionner à l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Voilà qui a été donc du message du chef de l'État à la jeunesse. Alors, Madame 2024, vous avez tout entendu dans ce pays, vous avez entendu écouter les jeunes, vous avez écouté partout, avec l'apport du gouvernement qui va annoncer 100 000 emplois, le président vient de le réitérer. Et quand il a lancé cette politique, ça allait dans tous les champs, ça a bougé les états-majors. Et aujourd'hui, la tendance est de penser que, d'ailleurs il a dit, l'opinion pense, que c'était un bluff pour certains et que c'était une façon de divertir la jeunesse ou de contenir la jeunesse jusqu'à la fin du mandat. Alors, madame, la politique, madame, qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Kilas, je dis que c'est regrettable de voir à chaque fois que le président s'exprime, que sa pensée soit tournée en dérision. C'est vraiment regrettable. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit « Lorsque le sage montre la lune,
l'insensé regarde le doigt. Nous avons vécu cela en 2016 également, lorsque le président de la République nous appelait à une rupture avec les mentalités déviantes. Oui. Mais les gens tournaient cela en ridicule aussi. Les gens tournaient cela en dérision. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur l'expression rupture? Quelqu'un a faim, on dit que c'est la rupture. Quelqu'un a volé, on dit que c'est la rupture. Ouais. C'était une confusion totale. C'était aussi le cas lorsqu'il nous appelait à une prise de conscience collective. Il nous appelait à un retour vers les valeurs patriotiques. Oui. Lorsqu'il a dit prenez soin de vous-même. Ça aussi, ça a été tourné en dérision. Vous savez, monsieur Okilas, en 2017, l'Union africaine avait déclaré l'année 2017 comme année de la jeunesse. Effectivement. Et à cet effet, l'Union africaine invitait les États membres à poser un certain nombre d'actions dans le sens des investissements ciblés sur la jeunesse en vue de capturer le dividende démographique au regard de la poussée démographique au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ce thème est toujours d'actualité. Nous sommes en 2024 et pourtant. 2024, oui. Donc, imaginez de 2017 à 2024. Lorsque le président a décrété l'année 2024, année de la jeunesse, nombreux de ceux qui se disent politiques se sont versés dans l'ire et des polémiques inutiles. Oui, nous avons suivi de près. Hein. Mais nombreux n'ont pas compris que c'était en fait une année symbolique. Vous savez, la problématique de la jeunesse, c'est une question protéiforme, c'est une question évolutive, elle est dynamique, multisectorielle, avec une dimension transversale. Et donc, on ne peut pas prétendre résoudre les problèmes de la jeunesse comme si on résolvait une équation avec des paramètres. Évidemment, c'est une équation, mais avec des paramètres variables qui peuvent s'étaler sur le temps. Donc, c'est dommage que les gens ne sachent pas décrypter l'intention du président de la République. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas nouveau lorsqu'il a parlé de la jeunesse. Ce n'est pas nouveau. Je pense qu'il nous a invités plutôt à accentuer nos efforts du côté de la jeunesse. Avant de réfléchir sur la réaction de cette jeunesse, déjà vous êtes politique, l'opposition. Vous avez suivi les différentes communications des acteurs politiques de l'opposition qui, eux également, communiquent à l'opinion. Hein. Ils ont été très durs là-dessus. Pour eux, c'est ce que je venais de dire, c'est comme quelque chose de chimérique. Pour eux, c'est une façon de faire dormir la jeunesse. Et ils pensent même que l'homme n'a plus rien à offrir à la jeunesse. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, M. Okilas, la politique, c'est une affaire sérieuse. Elle exige d'avoir une ligne, des règles et de la discipline. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est l'émergence d'une catégorie des personnages qui se disent politiciens et qui tablent leur ligne d'attaque sur la dénégation dans l'absolu. Et ces personnages font preuve d'un angélisme déconcertant en ce qui concerne la critique de la gestion de la chose publique. Alors que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été capables de présenter, ils n'ont pas été capables de formuler un projet de société cohérent qui puisse être l'alternatif à l'existant. Plutôt, ils ont un point commun, ils sont très nombreux d'ailleurs, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont dans la polémique, ils sont dans le sensationnel,
surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui aident, c'est déplorable parce que vous voyez, ils nous donnent l'impression qu'ils sont atteints d'un syndrome, celui du menteur qui est enfermé dans ses propres dénégations. Et c'est vraiment inquiétant pour l'avenir de notre société. Merci madame, en tout cas aux acteurs politiques, je pense que j'ai toujours dit sur ce plateau, le débat est mieux, et madame, si je vous suis bien, parce que vous avez un jargon à vous, hein, vous avez un langage soutenu, en tout cas, si je comprends vous le dire clairement face des téléspectateurs, que vous avez en face de vous des adversaires non adversaires, des adversaires sans outils, des adversaires politiques bien sûr mal organisés, qui n'ont pas la matière politique, vous voulez dire. Ce sont des plaisantins pour la plupart. Voilà. Plaisantins, ça c'est vous qui le dites. En tout cas, j'aimerais bien les avoir souvent sur ce plateau. Voilà, à suivre. Alors, madame, revenons sur cette question toujours. Ça, c'était une réponse par rapport au dire de l'opposition sur la question. Alors, mais si le chef d'État actionnait, nous venons de le suivre, hein, il pense qu'il faut arrêter de penser que c'est juste un slogan, mais dans la faisabilité, moi, je peux vous interroger pour dire, mais par exemple, les 100 000 emplois, dans quel secteur et quel emploi, par exemple? Écoutez, ça tarde à venir, on dirait. Nous ne nous inscrirons pas dans cet axe-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'emploi des jeunes, c'est un enjeu considérable dont notre gouvernement a pris conscience très tôt. Il y a plusieurs décennies déjà, le gouvernement a commencé à mettre en place un certain nombre de dispositifs à l'effet de favoriser, n'est-ce pas, la création des emplois. Je pense par exemple au fonds d'appui à la jeunesse, qui est un fonds budgétaire pour accompagner les jeunes. Je pense au programme de développement des compétences professionnelles à l'endroit des jeunes, notamment les PDCE et autres. Ouais. Mais ce qui est capital, c'est que l'enjeu majeur, en fin de compte, c'est l'objectif qui est celui du gouvernement, d'aller vers une transformation structurelle de notre société. L'idée, c'est d'arriver à changer la perception des jeunes face à la notion de l'emploi, surtout l'emploi public. Je pense, à mon avis, que l'idée de la politique officielle, c'est de faire que notre société passe désormais d'une société de bureaucrates, d'employés, pour une société de créatifs, de producteurs. Là encore, l'État a mis en place un certain nombre de facilités pour permettre l'initiative des jeunes, l'initiative privée des jeunes. Je pense à la loi 9-2000 portant orientation de la jeunesse, qui a posé les bases pour permettre une certaine liberté aux jeunes d'entreprendre. Mais il faut encore que les jeunes arrivent à développer ce qu'on appelle le sens de l'initiative. Il faut qu'ils aient la culture de l'initiative parce que, voyez-vous, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, nos jeunes ont tendance à snober une certaine catégorie d'emploi. Léguant cela aux autres. Je ne voudrais pas être xénophobe, mais vous voyez que nos frères, par exemple, des autres pays africains ou d'ailleurs, lorsqu'ils arrivent au Congo, pour certains, ils viennent avec des sandales. Absolument. Et un sac en plastique. Mais au bout de quelques temps, ils deviennent des employeurs. Voilà. Ils deviennent des patrons, des mêmes jeunes qu'ils ont trouvés là dans le même environnement. Mais à la faveur de quoi? À la faveur des mêmes emplois qu'ils ont snobés. Mais qui a dit que être mécanicien, cordonnier,
je ne sais pas, maçon, charpentier, n'étaient pas des métiers, des emplois nobles. Qui a dit que être chauffeur de taxi n'était pas un emploi noble? Non, il s'agit de revoir notre conception de la notion d'emploi. Tenez, je vais vous partager une anecdote, Monsieur Kilas. Dans une vie antérieure, je travaillais dans une multinationale. Et un jour, je me suis retrouvé sur une plateforme de production pétrolière et j'avais comme collègue un Nigérian. Mais nous n'étions pas destinés aux mêmes tâches. Moi, nous travaillions à la chaîne, mais j'avais mes tâches à moi et lui, il avait ses tâches. Mais j'avais remarqué qu'il avait un cahier et un stylo. Il me posait des questions sur mes tâches à moi et il prenait des notes. Il faisait école. Il faisait école. Ouais. Et moi, j'étais curieuse de comprendre pourquoi il faisait ça, alors qu'il était déjà très occupé avec ses propres tâches à lui qu'il n'avait pas encore accomplies. Il me dit, Hermela, you know, in my country, everyone knows everything. Yeah. So, if you succeed in Lagos, you will succeed everywhere. You will go in the world. That's why I need to learn your job as well. Il m'a expliqué que chez eux, si vous avez par exemple des connaissances en informatique et que vous voulez travailler quelque part comme informaticien, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de place pour un informaticien parce que même le patron lui-même c'est un informaticien. Un informaticien. Vous êtes peintre, vous n'avez que ça comme compétence, vous ne trouverez pas de l'emploi parce que tout le monde est peintre. Absolument. Vous allez chez quelqu'un, vous voulez faire des réparations, eh bien lui-même il sait faire ses réparations. Voilà. Parce que la compétition est rude. Absolument. Dans leur pays. Elle est accrue. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre mentalité. Les jeunes là-bas n'attendent pas, ils ne parlent même pas de la fonction publique. D'ailleurs, ils n'y pensent même pas. Ils n'en parlent pas, oui. Ils sont actifs. Même ceux qui sont aux études, à l'université, pendant ces heures libres, ils vont faire du commerce. Ils vont au job, oui. Ils vont faire des jobs, ils vont apprendre des métiers, oui. ils vont pendant les vacances encore, ils s'occupent. Voyez-vous? Et ça m'avait donné une leçon. Depuis ce jour-là, je vous assure, Monsieur Okilas, j'apprends tout ce qui me tombe dessus. Parce que je me dis, tout ce qui apporte de l'argent sert à la société. Il n'y a pas de métier vil. Il n'y a pas... quelqu'un disait, c'est de l'humus nauséabond et sale que jaillit la plante verte. Absolument. Donc, moi, j'aimerais dire aux jeunes Congolais qu'il n'y a pas, il n'y a pas de métier sale, même si le mécanicien doit se salir à un certain moment, mais il sert à la société. Je voudrais qu'ils arrivent à changer leur perception de la notion de l'emploi. Donc, les emplois, ça existe. Il faut se ruer vers les emplois que nous snobons, vers ce que nous avons laissé. Mais pourquoi cette activité qui consiste par exemple à réparer, à cirer les chaussures, à ranger les ongles des dames, pourquoi on doit réserver ça à une catégorie de citoyens qui de surcroît ne sont même pas congolais? Et effectivement, les étrangers. Donc, ils se tapent les fonds. Ouais. Je pense que la question de débat sur les emplois, c'est un faux débat. Hein, nous avons des niches d'emploi partout. D'autres pays ont encore un terrain à prendre. Il suffit de bien regarder, de bien scruter l'environnement et chacun peut trouver son compte. Mais oui, madame, c'est bien de le dire. Hein, c'est une question peut-être culturelle. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est beaucoup interpellée sur cette question pour être plus pragmatique, se lancer dans l'informel, faire le travail. Bon, nous sommes un pays qui avait toujours pensé à l'époque, peut-être c'est un facteur colonial, qu'il faut aller à la fonction publique, ainsi de suite. Mais la tendance aussi aujourd'hui, c'est de constater que les jeunes ont tendance à penser plus la politique. Oui, mais parce que... Ne serait-ce qu'à visiter les réseaux sociaux. Oui, mais ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est une forme de militantisme que je jugerais, je qualifierais de sauvage. C'est une nouvelle forme de militantisme, mais qui est sauvage, qui est mal orientée. Non, puisqu'il tourne autour des questions politiques à la longueur de la journée. Vous savez, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui ne s'intéressent qu'à ce que font les politiques ici, alors qu'ils vivent dans certains pays où il se passe aussi des choses. Ils sont, pour certains, intégrés dans ces pays, ils ont même la nationalité de ces pays. Mais s'ils ont tellement de l'expertise, pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas cela
au profit de ces pays-là? Pourquoi ils ne se distingueraient pas aussi là-bas avant de nous donner des leçons? Vous savez, quelqu'un disait que tout le monde est expert, mais les experts sont nulle part dans ce milieu-là. C'est bien dit. Et donc, moi, je voudrais simplement dire, les jeunes qui s'intéressent à la politique, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on s'intéresse à la politique, moi j'avais mon enseignant à l'université, paix à son âme, M. Ibarra, qui m'avait dit une fois, parce que moi je m'intéressais à la politique depuis mes années de l'université, il me disait, c'est bien de s'intéresser à la politique, mais il faut avoir des repères, il faut avoir des références académiques. Absolument. Donc, Absolument. On ne s'engage pas en politique pour le plaisir de s'engager. Je vous ai partagé mon expérience sur les plateformes. Donc, il faut avoir acquis d'abord une qualification. Absolument. Et ensuite, on peut s'engager en politique. La porte de la politique n'est pas fermée. Il faut simplement savoir où se situer. Voilà. Merci, une belle réponse, Madame la ministre. Nous reviendrons là-dessus un jour, ça nous servira de beaucoup, parce qu'effectivement, la tendance au Congo, c'est de voir que l'on se réveille un jour, il se met en politique. Alors que la politique, lorsqu'on va en politique, c'est pour gérer les affaires publiques, c'est pas donner, il faut connaître la société, il faut connaître un peu les hommes, il faut connaître ceci, cela. Et effectivement, la question de la toile, vous savez, le président avait annoncé la bataille des réseaux sociaux. Et nous y sommes, nous y sommes. À chacun de faire son travail pour l'émergence de son pays, mais en tout cas, les réseaux sociaux posent énormément de problèmes, vous venez de le soulever. On s'interroge souvent, mais pourquoi ça n'a pas lieu en France? Pourquoi ça n'a pas lieu en Angleterre? Pourquoi ça n'a pas lieu en Hollande? Les gens sont concentrés sur les réseaux sociaux à la longueur de la journée. Jeune, vous posez même la question, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est en Occident, 24 sur 24, il est dans les réseaux sociaux parlant au Congo. C'est comme si son esprit vit au Congo et il est là-bas. Mais quel avenir? Vous savez, vous l'avez déjà dit, hein, vous l'avez dit, c'est des signes de désœuvrement. Il n'y a pas d'autres expressions. Parce que pour quelqu'un qui est occupé, il est quand même difficile de passer le clair de son temps sur les réseaux sociaux, à vitupérer sur les gouvernants, à critiquer. Vous savez, la situation des réseaux sociaux est très préoccupante aujourd'hui. Pour qui? Pour nos enfants. Pour les autres, ils ne nous intéressent pas. Je pense qu'ils sont déjà à l'orée de leur vie. Ils sont déjà à la fin de leur vie. Bon, pour certains, ils ont déjà raté l'essentiel. Nous préoccupons de l'avenir. L'avenir, ce sont nos enfants qui passent tout le temps là-bas sur les réseaux sociaux. Il y a 20 ans, nous on sortait du lycée. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. On lisait, on ouvrait les livres, on allait à la bibliothèque. Mais aujourd'hui, combien de nos enfants lisent encore? Ils vont lire sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il n'y a pas de règles. Voilà. Ils ont créé leurs propres règles. Et c'est là-bas que nos enfants vont s'instruire. Monsieur Kilas, imaginez notre société dans 20 ans. Qu'adviendra-t-il? La totale. Je pense qu'il faut qu'on mette cette réflexion sur la table pour essayer de limiter les dégâts. Parce que c'est vraiment inquiétant aujourd'hui. Merci Madame. Transition en tout cas, il faut dire à l'opinion que c'est aussi des conseils que nous donnons à cette jeunesse parce que une année en ligne, combien d'heures perdues pour une jeunesse et qu'est-ce que l'on deviendra? On va parfois en Europe pour chercher la vie, c'est les parents qui déboursent de l'argent. Arrivé là-bas, ça devient des informateurs du Congo. Nous sommes sur la place de Brazzaville, nous touchons toutes les sources. Curieusement, parfois, c'est des informations de Brazzaville qu'on nous donne. On se dit, mais qu'y a-t-il? Alors, c'est une préoccupation que vous avez. Ils vous ont même déjà suppléé, puisqu'ils sont tous des journalistes là-bas. Mais on ne saura jamais de quelle école sortent-ils, voilà. Ceux qui laissent. Mais nous avons la déontologie, nous savons là où s'arrête notre liberté. Voilà la différence, madame. Alors, madame, nous allons faire une transition. Nous allons parler cette fois-ci, toujours dans la fourchette de cette jeunesse. La délinquance juvénile, une préoccupation aussi du chef de l'État, il faut dire même des Congolais. Depuis qu'on a parlé du phénomène bébé noir, si j'ai bonne mémoire, les Koluna, on en parle depuis 2008, parce que j'ai eu à travailler dans le premier reportage. Et en tout cas, j'avais couvert cet événement. Depuis là, ça devient comme un casse-tête. Et d'aucuns pensent que ce phénomène met à genoux l'État. L'autorité de l'État même
les gens ont exposé sur la question. Il y a eu des conférences, des symposiums sur ce phénomène, mais le phénomène est resté têtu. Et c'est une préoccupation du pouvoir en place et du gouvernement. Quelle lecture faites-vous de ce phénomène, madame? Qu'est-ce que pouvez-on dire? D'abord, je voudrais saisir l'occasion que m'offre votre tribune pour m'incliner très sincèrement devant la mémoire de toutes ces victimes qui ont payé le prix fort d'une cause qui n'était pas la leur. Ce sont des épreuves tragiques qui nous marquent énormément et qui vont certainement continuer à marquer nos consciences. Mais en même temps, on a longtemps épilogué sur cette question. Ce phénomène, il faut le rappeler, n'est pas relatif à notre nature intrinsèque. C'est un phénomène importé. Absolument. Et qui se nourrit de l'influence de notre environnement immédiat, y compris les médias étrangers aussi. Et c'est un phénomène qui n'est pas exclusif au Congo. Je vais prendre le risque de citer un pays, la Côte d'Ivoire par exemple. Là-bas, il y a aussi ce phénomène. On les appelle les microbes. Il serait même intéressant que, dans le cadre des coopérations bilatérales, que nous puissions nous enquérir un peu de leur expérience dans la lutte contre ce phénomène. Mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ce phénomène perdure? Pourquoi il prend de l'ampleur, malgré toutes les mesures prises par les pouvoirs publics? Nous pensons qu'il faut regarder du côté de la famille. Nous pointons du doigt la responsabilité des parents. Parce que certains parents ont confié l'éducation de leurs enfants à la rue. Et ils sont démissionnaires. Mais lorsque ces enfants posent des actes répréhensibles, il arrive que certains d'entre eux bénéficient de la bénédiction de ces mêmes parents, voire même de leur complicité. D'un autre côté, M. Okilas, un drame peut en cacher un autre. J'entends par là quoi? Ce phénomène peut aussi être corollaire aux situations qui arrivent dans nos familles. Hein, des orphelins qui sont parfois abandonnés par le reste de la famille élargie lorsqu'ils ont perdu leurs parents. Et c'est pour ça que je saisis aussi l'occasion pour nous rappeler à nos valeurs ancestrales qui encouragent la solidarité. Je voudrais dire par là que nous devons faire un effort d'encadrer les orphelins dans nos familles. Nous devrons les aider, les accompagner. Parce que si on ne le fait pas, voilà, on court le risque de perpétuer ce phénomène-là. Il faut, chacun de nous, dans l'esprit de solidarité, devons faire un effort parce que si nous le faisons, nous allons construire une société plus équitable et paisible. Nous allons construire un monde meilleur si nous le faisons. Il y a aussi que pour que nous arrivions vraiment à en découdre avec ce phénomène, nous avons besoin de l'implication de tous les acteurs de la société, surtout les acteurs de proximité comme les chefs de quartier, les chefs de bloc, voilà, chefs de zone, et la population aussi de façon générale, les voisins. Il faut qu'ils aient la culture de dénonciation. Il faut qu'ils fassent de la force publique leur allié. Il faut qu'ils collaborent avec la force publique parce que il nous a été rapporté que dans certains quartiers, il est difficile de dénoncer par peur des représailles. Effectivement. Non, la force publique devrait rassurer les populations pour qu'ils travaillent en symbiose. Ce n'est qu'à travers cela que nous pouvons mettre un terme à ce phénomène. Et aussi, il faut aussi que
les pouvoirs publics font déjà leur part. Hein. Je pense qu'ils en ont suffisamment fait. Aujourd'hui, on voit la construction des centres de rééducation des jeunes. Mais la rééducation tarde à venir, malheureusement. Oui, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais là, nous allons maintenant vers le curatif, alors qu'on aurait pu penser au préventif. C'est pour ça qu'on appelle l'implication de tous. Tenez par exemple la société civile. Voilà. Quel est le rôle que joue la société civile dans le cadre de cette prévention, dans le cadre de l'accompagnement des pouvoirs publics? Leur rôle ne devrait pas uniquement se limiter à des dénonciations tapageuses, quelquefois même calomnieuses. La société civile devait s'investir aussi dans l'encadrement des jeunes, dans la prévention, dans l'accompagnement, parce que cette situation nous concerne tous. Ce n'est pas une affaire. Ce n'est pas une personne. Hein. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire du président de la République, c'est une affaire de la société. Et donc, il faut que la société civile aussi s'implique. Vous voyez, lorsque nous regardons la façon dont certains acteurs de la société civile agissent, la façon dont ils se distinguent, je veux dire dans le sens négatif du terme, il y a lieu de croire à ce que disait François Hollande lorsqu'il affirmait que il est souvent réticent vis-à-vis des personnes qui se disent représentants de ce qu'on appelle société civile, qui n'ont de... Ça, c'est lui qui le dit. Hein. Je voulais mettre les gants, mais je suis obligé de dire ces mots. Il dit qu'il est réticent vis-à-vis des personnes qui se disent représentants de ce que l'on appelle société civile, qui n'ont de légitimité que leur notoriété médiatique. C'est lui qui le dit. Mais moi, j'ajoute que la notoriété médiatique, c'est bien, mais c'est très loin de la crédibilité. Et donc, c'est bien de dénoncer, mais il faut participer, ce serait bien. Et j'ajouterais aussi ceci, M. Okilas, la plupart du temps, il y a certains membres de ces organisations-là, ils sont passés maîtres dans l'incrimination du président de la République, hein, à tout bout de champ. Est-ce que c'est interdit, madame, pour une société civile? On ne peut pas incriminer pour incriminer. On ne peut pas incriminer pour incriminer. C'est pour ça que je comprends pourquoi le président accuse toutes ces incriminations sans broncher. Mais si on lui donnait la possibilité de répondre, à ces accusations, à ces incriminations, je suis presque sûr qu'il répondrait à la manière de François Hollande dans les leçons du pouvoir, en ces termes. Il disait je revendique suffisamment le droit d'inventaire pour m'imposer le devoir de lucidité. Je ne rejette pas les critiques. Je suis prêt à reconnaître mes erreurs, mais que l'on me permette aussi de revendiquer les réussites. Voyez-vous, les choses sont présentées comme si tout était noir totalement négatif, noir. Ouais. Mais non, tout n'est pas noir. Tenez, par exemple, les efforts qui ont été faits en amont. Le Conseil consultatif de la jeunesse, puisque nous parlons de la délinquance juvénile, puisque nous parlons des jeunes, le Conseil consultatif de la jeunesse a été créé pour impliquer les jeunes dans l'élaboration des politiques publiques. N'est-ce pas une réussite? Le corps des jeunes volontaires, institué par une loi en 2019, le corps des jeunes volontaires qui a été créé pour améliorer l'employabilité des jeunes, toujours dans l'optique d'intégrer les jeunes, toujours dans de les intégrer professionnellement. N'est-ce pas une réussite? Aujourd'hui, les zones agricoles protégées qui emploient des milliers et des milliers de jeunes, toujours dans l'optique de les occuper, afin qu'ils ne s'adonnent pas
à des actes que nous dénonçons. N'est-ce pas une réussite, M. Kilas, pour ne citer que cela? Donc, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, ne présentons pas le tableau comme s'il était totalement noir. Voilà. Merci bien, madame. Je vous ai écouté comme quelqu'un dans ce pays abondamment. Merci de comprendre ces choses. Alors, madame, après tout ça, comprenez que vous avez parlé des responsabilités partagées. La réalité sur le terrain a démontré, nous allons de voir l'opération de police qui est sur le terrain, qui avait rassuré. Mais là, nous vivons une résurgence. Nous vivons encore une montée, ce qui n'est pas facile pour la République. Vous allez vers un chef du bloc, chef du quartier, on craint les représailles. Nous avons vu le mariage entre ces délinquants et les policiers. Ce ne sont pas les policiers, les auxiliaires de police, les anciens récidivistes qui ont été utilisés. Quand on arrête le bébé noir, il dit appelez la police. Quand la police prend, parfois vous écoutez le parquet fatigué. On les renvoie, ils ressortent, on les renvoie, ils ressortent. Alors, madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait retarder? Parce que le chef d'État avait annoncé, au Béville, nous étions partis, il avait annoncé la création de ces centres. Qu'est-ce qui retarde? Est-ce la stratégie qui fait défaut, la politique qui fait défaut, les moyens ou les hommes? Cependant, ces bandits continuent à commettre. Souvenez-vous que ce pays, au sortir de la guerre du 5 juin, avait alors une violence inouïe, une violence armée. Ça, c'était une jeunesse la plus violente qu'on a connue parce qu'elle avait des armes. Mais au moins, lorsque l'État s'est réveillé, il a mis fin par son autorité. Cette violence, nous avons vu les citadins fuir dans des villages. Ils sont devenus même villageois. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à éradiquer définitivement, madame? Nous allons jouer au mot. Est-ce la volonté politique qui manque? Est-ce que la délinquance est montée au-dessus de l'État? Est-ce que l'État est mort, il faut le dire comme ça? Vous parlez comme le philosophe, madame. Croyez-vous que nous pouvons éradiquer ce phénomène? Non, l'État n'est pas mort. L'État ne peut pas mourir. C'est ce que j'ai évoqué tantôt. L'État a besoin de travailler avec tout le monde. Ces enfants-là qui sont en conflit avec la loi sont tous, pour la plupart, des mineurs. Mais c'est l'État qui devait s'appliquer. Oui. Je vous en prie, madame, vous voyez bien, je vous en prie, oui. Vous voyez bien que le parent lui-même vit cette société. La société semble se dégrade. L'homme, voilà, l'homme que nous sommes, on a tous les vices de la société. Bon, on lutte les antivaleurs, ce ne sont pas les enfants, ce sont les matures, par exemple. Donc nous avons une société à problème déjà. Alors, attendre qu'un parent congolais tel que vous connaissez, avec tout ce qu'il vit, maîtriser l'enfant d'aujourd'hui, est-ce que c'est là où je dis, est-ce que ce n'est pas l'absence de l'État? Écoutez, l'État n'assure qu'une partie de l'éducation de l'enfant. Il ne faut pas rejeter totalement la responsabilité à l'État. Lorsque quelqu'un fait des enfants, il le décide tout seul. Il ne demande pas l'autorisation de l'État pour avoir des enfants. Et les enfants ne demandent pas à venir au monde. Mais lorsqu'on a pris la décision d'avoir des enfants, eh bien, on prend ses responsabilités en conséquence. Il faut éduquer, il faut les éduquer. Que voulez-vous qu'on fasse? On ne va pas rentrer dans la maison de tout un chacun pour éduquer les enfants à leur place. Si on est démissionnaire, à ce moment, il faut peut-être éviter d'avoir des enfants. Mais dès lors qu'on a décidé d'avoir des enfants, dès lors qu'ils sont mineurs, ils sont sous la responsabilité de qui? De leurs parents d'abord. Je vous ai dit tout à l'heure, pour les orphelins, j'étais en train d'inviter les autres à pratiquer la solidarité. Mais ceux qui sont en vie, qui ont leurs enfants, pourquoi est-ce qu'ils sont démissionnaires de l'éducation de leurs enfants? L'État fait son travail, l'État met en place des dispositifs, l'État met en place des lois. Vous parlez des centres de rééducation qui seraient en retard. Non, ils ne sont pas en retard. La procédure est en cours. J'ai suivi récemment le ministre de tutelle qui a fait une descente au niveau de Aubéville. Tout est presque prêt. Et donc là, il faut espérer que d'ici là, les choses vont bouger. Mais nous insistons encore pour dire que les parents ne doivent pas se délier de leurs responsabilités vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Que voulez-vous que l'on fasse? On va commencer à éduquer les enfants depuis leur naissance jusqu'à leur majorité. Mais de quelle façon? Nous insistons, chaque parent doit commencer par prendre ses responsabilités. Je pense que ça, on ne peut pas le dire autrement. Et on ne peut pas le faire autrement. Il n'y a pas de raison pour
pour démissionner de ses responsabilités. Je n'en vois pas. Vous en avez une raison, vous? Ah non, madame, un enfant, les parents, un enfant, c'est voilà. Une famille. Voilà. Pourquoi rejeter toute la responsabilité à l'État? Les parents ont la plus grande part de responsabilité. Encadrons nos enfants. Commençons par le faire et on verra si les pouvoirs publics ne feront pas aussi leur part. Merci madame. Dans la même fourchette, le chef d'État, lors de son message, avait interpellé cette jeunesse à la responsabilité. Nous allons du côté de la régie, l'extrait du chef d'État à propos. Je vous en prie. L'on ne peut aller au développement sans infrastructure. Comme il est de coutume, à la veille du 15 août, jour de l'indépendance du Congo, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a délivré un message, adresse au cours de laquelle il a interpellé les Congolais à la responsabilité, particulièrement les jeunes, qui sont aujourd'hui ancrés dans des comportements déviants. Les jeunes doivent avoir une attitude positive vis-à-vis des infrastructures déjà construites à grands frais par les aînés, car celles-ci leur permettront de se consacrer aux défis de leur temps. Là aussi, transparaît l'incontournable quête de responsabilité. Alors, dans ce sens, madame, récemment, un exemple, le président a arrêté de parler des stades, par exemple. Vous avez eu à savoir, tout s'était passé dans les stades construits avec beaucoup d'ardeur. Et récemment, sur le viaduc, il y a un sabotage, en tout cas des lignes électriques. Vous avez vu que vous avez été plongé dans l'obscurité. Ça, ce n'est que des cas d'exemple. Et aujourd'hui, on a tendance à avoir une jeunesse irréfléchie qui se permet à tout. Il peut donner la mort gratuitement, comme s'il avait 7 licences. Il peut saboter les installations, il peut saboter. D'ailleurs, le président vient de le dire. Alors, connaissons bien la jeunesse qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'appel chef d'État? Je pense que c'est la conséquence du déclin des valeurs patriotiques. C'est pour ça que nous militons pour un retour vers l'éducation civique véritable. L'éducation qui consistait dans un premier temps à apprendre ce que c'était les symboles de la République, comment il fallait faire pour les respecter. Et lorsqu'on commence par respecter les symboles de la République, je suis sûr qu'en grandissant, ces jeunes qui deviendront des citoyens demain pourront respecter aussi les édifices publics, qui pourront respecter le bien commun. Et ça ne se résume qu'à cela. Regardez comment notre société vit aujourd'hui, une inversion alors pitoyable des valeurs, c'est à tous les niveaux. Je pense que le président de la République est longuement revenu là-dessus. Mais il faut bien qu'on pense désormais à mettre en pratique tout ce que le chef de l'État n'a cessé de demander depuis là. Ça va peut-être vous déranger, cette politique, madame la ministre. Vous avez encore votre jeunesse, si vous permettez-moi le terme. Mais la remarque que nous faisons souvent en tant que journalistes, lorsque le chef d'État a annoncé un mot fort, un mot d'ordre fort, tel que la lutte contre la corruption, par exemple, la lutte contre la délinquance juvénile, là, il vient d'annoncer des choses fortes. Mais la tendance, c'est que dans les milieu politique jeune que nous voyons s'afficher au grand jour, qui accompagne durement, fortement le président lorsqu'il s'agit des grands renouvellements politiques du pays, mais nous ne les voyons pas actionner ces politiques sur le terrain. Peut-être que vous n'êtes pas la personne destinée à répondre, mais en tout cas, je peux vous prendre beaucoup d'exemples. Nous avons vu des mouvements jeunes dans ce pays. Quand le président annonce par exemple les élections, ça va dans tous les sens. Quand le président annonce ceci, mais lorsque le président face d'une difficulté, par exemple, majeure au niveau de la société, je vous ai cité la délinquance juvénile, c'est un problème, c'est un casse-tête certainement pour le président. Quand vous avez de tels phénomènes, mais nous constatons que sur le terrain, les jeunes qui se réclament du président, les jeunes qui ont des appareils, mais ne vont jamais vers cette jeunesse alors qu'ils vivent cette jeunesse. Ils émettent aucune politique, ils ne la rendent mener ce combat pratique, ne serait-ce qu'aider le président à enrôler ces jeunes. Mais curieusement, quand vous êtes sur la toile,
franchement, vous avez l'impression qu'il dort autour du président. Alors, permettez-moi cette question. Est-ce que, franchement, la jeunesse politique a la conviction d'accompagner le chef d'État? Vous savez, on adhère en politique pour diverses raisons. Et on ne peut pas imaginer les raisons de tout un chacun. Et donc, il y a un peu de tout aussi à ce niveau. Il faudra peut-être commencer à faire un peu le distinguo. Mais la question d'inversion de valeurs n'a pas de coloration politique. C'est un phénomène de société. Ça touche toute la couche juvénile. C'est pour ça qu'il ne faut pas cataloguer les jeunes qui accompagnent le président de la République. Que direz-vous des autres? Que direz-vous de ceux qui se réclament de l'opposition? Sont-ils des modèles? Vous pensez qu'ils sont des modèles? Et donc, moi, je pense que je ne sais pas où se situe votre unité de mesure, mais je pense que c'est un peu... permettez-moi... Il semble accompagner le président au mot, parce que c'est lorsque, j'ai bien dit, il y a des rencontres au niveau des grands rendez-vous politiques, et il sort. Non, écoutez, il y a des moments, c'est vrai, il y a des moments de forte effervescence, hein, comme lorsqu'il y a des campagnes. Voilà. C'est normal que les gens puissent faire un peu de tapage et tout, mais je peux vous rassurer qu'à des niveaux très responsables, très restreints, il y a un travail qui se fait. Je ne peux me référer qu'à ce que moi je sais, par exemple, au niveau du Parti congolais du travail. Vous pouvez y aller, je vous invite d'ailleurs à les vérifier. Au niveau de la jeunesse du PCT, ils sont très organisés, la force montante congolaise. Là-bas, à ce niveau, il se passe des formations, il se passe des colloques, des séminaires dans le sens de l'éducation de la jeunesse. Mais non, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je ne parlerai que, je ne prêcherai que pour ma propre chapelle. Je peux vous rassurer que la jeunesse du PCT aujourd'hui est dans une dynamique de révolution des mentalités. Ça, vous pouvez en être sûr. Merci bien, madame. Alors, nous sommes arrivés presque au terme de notre échange. Nous allons fermer la boucle, madame. Parole à vous, après cet entretien autour de la jeunesse. Ce qui n'est pas bouclé parce qu'on a trop à dire sur la jeunesse. Peut-être que nous allons vous inviter une fois de plus pour continuer à examiner cette question de la jeunesse. Ça serait peut-être du côté féminin aussi. Parce que lorsqu'on parle du genre, la DIRT bien souvent besoin de vous avoir pour partager votre expérience. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est toute une marche. C'est une expérience qui peut être vendue. C'est un tableau que la femme congolaise peut lire, la femme politique congolaise. Alors, madame, que dire alors au sortir de cette émission sur cette préoccupation de la jeunesse? Alors, pour le mot de la fin, moi je parlerai en termes de suggestions. En ce qui concerne par exemple la question du phénomène bébé noir, je voudrais, en saluant déjà les efforts consentis par le gouvernement avec la création des centres de rééducation et toutes les autres politiques qui sont en train d'être déroulées, je voudrais qu'on associe à cela aussi, c'est une réflexion, hein, je lance le pavé dans la mare, on pourrait associer aussi la construction des maisons de correction à la clé, bien entendu, hein, avec à la clé la réforme du code pénal, puisque les enfants, les jeunes en conflit avec la loi sont pour la plupart mineurs, et je crois savoir qu'il y a une faiblesse à ce niveau. Et concernant l'emploi des jeunes, tous les observateurs, tous les experts s'accordent à reconnaître qu'il y a un fait, c'est que notre système éducatif est en contradiction avec les besoins vitaux de la société. Ce n'est pas exclusif au Congo, c'est le cas un peu partout en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. Et donc la recommandation aujourd'hui, je pense que c'est de ce côté que se tournent la plupart des pays qui ont fait l'effort d'identification de ce mal éducationnel,
l'effort aujourd'hui, c'est de penser à professionnaliser désormais notre enseignement pour que les jeunes s'orientent beaucoup plus vers les filières techniques qui les préparent par la suite aux emplois d'entrepreneurs. Un autre côté, puisqu'il s'agit d'accompagner les jeunes, je voudrais simplement exhorter à ce que les jeunes qui s'essayent déjà dans l'entrepreneuriat, puisqu'il y en a qui s'essayent, je voudrais exhorter qu'il soit quand même mis une certaine réduction de la pression fiscale sur les entreprises tenues par les jeunes. Voyez-vous, ces jeunes qui s'essayent à l'initiative privée, ils recherchent le moyen d'accéder à leur indépendance économique, mais dans un contexte d'affaiblissement des structures familiales et ou sociétales. Donc il faut réellement les accompagner. Et ceux qui sont dans le secteur informel, il faut vraiment les appuyer, quitte à mettre même en place des mécanismes de discrimination positive, voilà, de soutien en faveur des jeunes congolais. Hein, c'est des suggestions. Et aussi, si je pouvais me permettre de suggérer, c'est d'outiller les jeunes qui n'ont pas de qualification, hein, pour qu'ils aient quelque chose quand même à proposer sur le marché du travail, pour qu'ils se détournent un peu des voies mortifères. Je pense par exemple à la redynamisation du programme Corps des jeunes volontaires du Congo. Et c'est vraiment, nous appelons cela de tout notre vœu. Voilà, en termes de suggestions, ce que nous pouvons émettre à l'endroit des pouvoirs publics. Merci bien, madame. En tout cas, chers téléspectateurs, commence bien, finit bien. Nous venons donc de boucler notre échange avec, en tout cas, celle que je vous ai présentée en tout temps. Madame la ministre Hermela Destinée Doukaga, députée, deuxième questeur de l'Assemblée nationale, ancienne ministre. Elle vient donc de partager son expérience, en tout cas, sur l'examen de cette question de la jeunesse qui est placée, en tout cas, en orbite par le Congo et par la politique souvent du chef de l'État. Beaucoup à dire sur cette question, vous allez réagir, mais le souhait serait de vous avoir sur ce plateau afin que chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice sur cette question. Et cette question, désormais, est, il faut dire, transversale. Et puis, les victoires en matière de politique de la jeunesse, il faut, se situent dans un cadre purement évolutionnel. On ne peut pas, comme j'ai suivi Madame la ministre et même le chef de l'État, on ne peut pas par un coup de balai ou bien un coup magique comme ça, en tout cas, régler toutes ces questions. Vous avez à réagir, vous nous écrivez, prenez l'invitation. Madame, en tout cas, au nom de Marc Le Bazar, au nom de la DRTV, je vous remercie une fois de plus. Bonne rentrée chez vous, à la prochaine occasion. C'est moi. Au revoir chez vous donc, à la prochaine fois.